Alors, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette soirée d'information concernant le solaire photovoltaïque, notamment pour les PPE. Donc, je me présente, Christine Giraud, je suis syndic de la ville de Gland et aussi en charge de l'Office du développement durable comme dicaster pour la ville de Gland. Et j'aimerais en profiter pour vous adresser les salutations de l'exécutif de la ville. Voilà. Et je suis accompagnée ce soir de Armelle Dupasquier, qui vous a adressé quelques mots. Armelle est la chef de l'Office du développement durable, et Miguel Ayala, qui travaille aussi pour le développement durable de la ville de Gland. Donc, tous les deux sont nos collaborateurs. Je salue également M. Catin du bureau Planaire, qui vous donnera des explications techniques qui vous intéressent ce soir. Donc, la séance est donc retransmise par Teams. En vidéoconférence. Alors, pour ceux qui nous regardent par Teams, vous pouvez, si vous voulez, je vous regarde là, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais changer le nom qui est affiché sur votre fenêtre et fermer votre caméra si vous souhaitez rester anonyme. Et puis, vous pourrez poser vos questions via chat et nous tâcherons d'y répondre à la fin de la présentation. Et pour vous qui êtes là en physique, en présentiel, eh bien, nous allons passer 1 heure, 1 heure et quart ou 1 heure 30 selon vos questions ensemble pour cette présentation. Et nous aurons après un petit apéritif qui nous sera servi par Madame de Tic, qui est ici, notre huissière. Merci beaucoup. Petit rappel du contexte et pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, il y avait déjà eu lieu un appel d'offres, un appel d'offres groupé en 2019. Et à ce moment-là, on avait également invité tous les propriétaires de la ville de Gland. Malheureusement, plusieurs personnes faisaient partie justement de propriétés en PPE et n'avaient pas pu participer à cet appel d'offres pour des raisons de délai, des problèmes aussi d'assemblée générale. Enfin, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, malheureusement, ça n'avait pas eu le succès escompté. Et c'est ce qui a incité l'Office du développement durable à renouveler cette expérience et d'organiser sous cette nouvelle version ce soir cet appel d'offres groupé qui est donc spécifiquement destiné aux propriétaires en PPE. Si on a souhaité enregistrer cette soirée, c'est aussi pour que vous puissiez les réécouter cet enregistrement. Ah, merci. Et éventuellement aussi le partager avec vos propriétaires. Alors, comment ça marche? Voilà. Un petit mot concernant notre démarche. Alors, tout d'abord, vous dire que donc, le bureau planaire vous expliquera tout à l'heure la démarche, on va dire, sur le plan technique. Et j'aimerais juste aussi remercier encore Suisse Énergie qui s'associe à cette organisation pour s'approcher justement des propriétaires et qui nous soutient dans cette démarche. Un petit mot sur les engagements de la ville de Gland. Alors, sachez que la ville de Gland s'engage sur de nombreux plans en lien avec la transition énergétique et le développement durable dans son ensemble. Notamment, nous avons dès 2013 obtenu le label de Cité de l'énergie et nous préparons actuellement le réaudit pour obtenir le label Gold de cette Cité de l'énergie. Nous espérons vivement pouvoir le décrocher encore en 2022. Grâce à nos fonds pour l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le développement durable, la ville de Gland offre une large palette de subventions variées. Vous trouverez sur la table ici le dépliant de nos subventions. Sachez que la mobilité à faible émission, les rénovations énergétiques et les énergies renouvelables pour la production d'énergie sont largement encouragées. Depuis le début de cette législature, donc juillet 2021, nous avons créé précisément cet Office du développement durable qui est intégré au secrétariat municipal et nous avons également créé la nouvelle identité, l'empreinte durable qui sera désormais apposée sur nos publications et que vous pourrez reconnaître nos projets. Donc c'est le petit pied que vous voyez ici à l'écran. Le plan climat de la ville de Gland a désormais été réalisé et il vous sera prochainement dévoilé au cours d'une manifestation que la ville souhaite mettre sur pied durant ce printemps. Nous avons quelques objectifs plutôt ambitieux aux horizons 2030 et 2050, que ce soit pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour l'adaptation aux changements climatiques qui nous sont annoncés.
Finalement, sachez que nous avons également fait une étude de planification énergétique territoriale et nous avons mis une partie de ces résultats à la disposition des habitants de Gland sur une plateforme interactive. Voilà. Dans nos ambitions, enfin nos volontés, notre politique énergétique et climatique, elle se veut articulée en 3 axes. Alors tout d'abord l'efficacité énergétique avec une puissance continue de 2000 watts d'énergie primaire, la neutralité climatique, aucune émission de gaz à effet de serre liée à la production d'énergie en 2050, et la durabilité, un approvisionnement en énergie renouvelable à 50% en 2030, et si possible à 100% en 2050. Pour y arriver, eh bien, nous comptons sur le constat suivant, c'est que la Suisse bénéficie d'un grand potentiel pour l'énergie solaire. Il est estimé pour le territoire de Gland que ce potentiel pourrait dépasser les 28 gigawattheures annuels, soit presque la totalité de la consommation totale. Ainsi, il nous paraît primordial d'encourager de manière pratique les propriétaires. Et c'est pour cela, vous êtes plus de 110, il y a plus de 110 PPE à Gland qui ont souvent des grandes surfaces à disposition et ça pourrait finalement être assez rentable rapidement concernant l'équipement, notamment grâce à un fort taux de consommation propre. Je ne sais pas si ça descend. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, donc voilà. Alors, sachez aussi que la ville de Gland vous soutient dans vos démarches. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vous a convié ce soir. Nous offrons une subvention de 500 francs de base, plus 500 francs par kilowatt crête, jusqu'à un maximum de 4000 francs pour les installations. Ensuite, la distribution unique à travers de Pronovo subventionne quant à elle le 30% des coûts de votre installation. Et en plus, en cas de regroupement propre ou de RCP, nous subventionnons également les études de faisabilité et la création du RCP en tant que tel. Durant l'appel d'offres, vous aurez également la possibilité d'avoir des prestations d'ingénieurs, à savoir l'organisation de l'appel d'offres et l'accompagnement dans vos démarches. Et finalement, notre office de développement durable, donc les 2 personnes ici présentes, est à votre disposition pour répondre à des questions, pour des conseils et pour le soutien dans vos démarches administratives. Pour vous orienter, nous avons également mis à disposition un guichet cartographique dédié à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables et indigènes. Et là, vous trouvez toutes les indications techniques et financières. Je vous invite à découvrir ce site. D'ailleurs, il faudrait que je le mette, voilà, cartogland.nsca.ch. N'hésitez pas à le consulter, vous devriez trouver toutes les informations nécessaires. Voilà, mesdames, messieurs, quelques informations de la part de la municipalité. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Catin pour le bureau planaire et qui va vous donner toutes les informations. Je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre écoute. Alors voilà, j'espère que tout marche aussi pour les personnes en ligne. Donc bienvenue à tous de ma part également. Donc, je me présente très rapidement, je m'appelle Jean Catin, je travaille au bureau planaire. Avant ça, j'ai travaillé pendant 1 an à l'Office fédéral de l'énergie, après avoir fait une thèse en développement photovoltaïque à l'EPFL. Et maintenant, depuis l'automne de l'année passée, je travaille au bureau planaire comme ingénieur en système énergétique, notamment dans les procédures d'accompagnement des communes et l'aide aux particuliers et aux entreprises pour leurs installations énergétiques, notamment dans le cadre d'installations photovoltaïques. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille chez Planaire. C'est un bureau d'ingénieurs très actif dans les énergies renouvelables en général, pas que le photovoltaïque. On est un peu plus de 100 employés, dont une vingtaine dans le secteur vraiment énergie renouvelable, les autres travaillant plutôt dans le secteur énergétique du bâtiment. Une partie de nos tâches, c'est justement, comme je vous l'ai dit, le photovoltaïque, donc tout ce qui est études de faisabilité pour les PPE, pour les industries petites, grandes, aussi tout ce qui est communication avec le réseau, avec d'autres parties du secteur énergétique telles que la mobilité électrique, le réseau énergétique, les solutions de stockage à petite ou grande échelle. L'organisation d'appels d'offres pour les communes, donc qui est la procédure pour laquelle je suis là ce soir. Ensuite, tout ce qui est planification, monitoring, justement pour, entre autres, la Confédération et les entreprises. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est formation des professionnels
dans le cadre, par exemple, de notre collaboration avec Suisse Solar. Quel est le but de la séance ce soir? C'est tout d'abord, le but ce soir, c'est vraiment pas de rentrer dans les détails techniques de ce qui s'applique au PPE dans le cadre d'une installation. Comment on va faire? C'est vraiment voir un aperçu de l'énergie photovoltaïque, comprendre tout ce qui est la base d'une installation, quels sont les enjeux, une petite analyse financière et un petit peu la faisabilité. Et ensuite, je vais vous détailler les quelques étapes de cet appel d'offres groupé qu'on va faire. Le but étant évidemment de vous intéresser et de vous motiver à venir participer à la deuxième séance durant laquelle on ira beaucoup plus en détail concernant les détails techniques pour les PPE. Donc, on va commencer par une petite introduction concernant l'énergie solaire. Tout d'abord, il y a deux types d'énergie solaire qui sont trois types d'énergie solaire que vous pouvez collecter dans votre maison. La première, la plus simple, c'est le solaire passif. C'est le solaire qui rentre par vos fenêtres et qui chauffe votre maison juste en étant là. Alors pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je vais me focaliser ici sur le solaire thermique. Dans ce cas-là, le solaire thermique, c'est des capteurs que vous mettez sur votre toit et le but, c'est de transformer la radiation du solaire en chaleur qui est exploitable, par exemple pour l'eau sanitaire. Et ce soir, on va laisser ça de côté et se concentrer sur le solaire photovoltaïque, ce qui veut dire que les capteurs solaires transforment la radiation du solaire en électricité. On va faire un petit rappel. Donc, je ne sais pas à quel point vous vous rappelez de vos leçons de physique au gymnase. On va faire un très léger rappel. Si vous ne suivez pas, ce n'est pas grave. Je vous rassure tout de suite. Donc, une puissance, ça s'exprime en watts. Les watts, c'est vraiment une unité de puissance. Donc, par exemple, un micro-ondes, c'est environ 1000 watts. Donc, 1 kilowatt de puissance instantanée. Ensuite, on va aussi parler d'énergie qui se mesure en wattheure. Pourquoi wattheure? Parce qu'une certaine quantité d'énergie, c'est une puissance qui est déployée pendant un certain temps. Donc, dans ce cas-là, dans mon exemple, si on fait fonctionner mon micro-ondes d'1 kilowatt pendant 2 heures, on aura 2 kilowattheures d'énergie consommée. Donc, vous verrez un petit peu plus loin, je parle souvent de watts et de kilowattheures, tant au niveau technique qu'au niveau financier. C'est toutes des notions qui sont quand même utiles à un petit peu réussir à appréhender. Maintenant, pour le vif du sujet, pour une installation photovoltaïque, par exemple, si on prend 27 modules, ça va faire une puissance d'à peu près 10 kW crête. Qu'est-ce que ça veut dire, kilowatt crête? C'est que forcément, vous pouvez imaginer qu'un module ne fournit pas la même puissance à midi avec plein soleil que le soir par faible irradiance. Kilowatt crête, ça veut dire c'est les conditions standards dans lesquelles sont mesurés les volumes pour déterminer leur efficacité et leur production. C'est typiquement à peu près ce qui correspond à des conditions bien orientées avec le soleil sans nuages à midi. Voilà. Maintenant, une installation photovoltaïque de 10 kW crête, forcément, comme je vous l'ai dit, elle va peut-être produire 10 kW, peut-être un peu plus au milieu de la journée, le soir et le matin beaucoup moins, la nuit rien du tout. Et cette installation, elle va produire une certaine quantité d'énergie pendant une année. En Suisse, c'est à peu près 11 000 kWh par an pour une installation de 10 kW crête. Donc, vous pouvez imaginer par exemple que pour la même installation de 10 kW crête, en Norvège, on va produire moins d'énergie et en Espagne, potentiellement plus d'énergie. Donc voilà, ça c'est un peu des ordres de grandeur pour la Suisse, pour l'Europe centrale. Je vous propose que, sauf s'il y a des questions urgentes, vous essayez de garder vos questions, vos interrogations sur la fin. Si vraiment vous êtes largué, n'hésitez pas à lever la main quand même, et puis on va essayer de vous décoincer. Alors, ensuite, quelques chiffres globalement. Donc, on a eu une bonne introduction tout à l'heure. Je peux aller assez vite sur cette partie. Mais concrètement, le taux de couverture photovoltaïque en Suisse est d'à peu près 4,6%. Ça, c'était en 2020. Maintenant, c'est déjà un petit peu plus haut. Et c'est un chiffre qu'on s'attend vraiment, vu des volontés politiques et des progrès techniques, c'est un chiffre parce qu'on s'attend que ça va vraiment monter ces prochaines années. Comme a déjà été dit avant, notre consommation électrique en Suisse est de 56 TWh.
Donc, Tera, ça veut dire 1000 milliards de watts-heure. Encore une fois, c'est des petits suffixes d'unités physiques. En 2020, la production PV pour photovoltaïque était de 2,6 TWh. Donc, comme je vous l'ai dit, 4,6% de la consommation électrique suisse. Les perspectives énergétiques prévoient en 2050 34 TWh de production photovoltaïque pour un potentiel estimé actuel selon Suisse Solar de 45 TWh. Et ce potentiel, c'est sans utiliser des surfaces agricoles ou des choses comme ça, c'est vraiment en utilisant les infrastructures et les toitures. Donc on voit qu'il y a vraiment encore de quoi faire. Alors, tout d'abord, donc on va essayer de rendre cette séance un tout petit peu interactive avec des petits questionnaires. Ici, la question, c'est un premier mythe, c'est que le solaire ne génère pas assez d'électricité pour vraiment répondre à nos besoins. Donc là, je vais vous demander un tout petit peu d'attention. Alors, je vais vous demander de sortir vos natels et d'aller sur le site menti.com et d'y rentrer le code suivant. Je ne sais pas si vous avez à lire, j'attends un petit moment et je vais vous dicter le code. Soit ça, soit de directement scanner ce QR code ici. Donc j'attends un petit coup, que vous ayez le temps de scanner ça. J'espère que ça fonctionne. Il ne veut pas? Essayez via le site, sinon alors vous allez sur menti.com et vous rentrez le code qui est affiché ici en haut. Là où vous avez le code 30 10 37 8. Est-ce que quelqu'un a réussi? Ok, donc apparemment ça fonctionne, c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, ben alors essayez avec le code. Donc le code c'est 30 10 37 8. Vous gagnez un verre de blanc. Et des chips. Ah, les flûtes. Les flûtes, c'est pas les questions. Ok. Donc, normalement, quand vous êtes dessus, vous allez pouvoir répondre à la question et proposer votre avis. Donc, c'est un petit test de mémoire. J'ai déjà donné la réponse le slide précédent à celle-là. Exactement, voir si j'ai pas encore réussi à vous endormir. Donc, on va voir si ça marche. Ah, c'est pas mal. Vous êtes attentif. On verra si ça dure. Donc, on va continuer direct. Bon, maintenant, c'est facile. Vous avez vu la réponse. Il y a des tricheurs dans l'équipe. Alors, voir si vous avez compris cette histoire d'unité. Afin de couvrir les besoins annuels d'une villa, dans ce cas, c'est pas une PPE, plutôt une villa individuelle, de type chauffage. Oups là, je cache, voilà. Peut-être que la première personne qui a répondu s'est trompée, hein, on ne sait pas. Donc, dans ce cas-là, c'est avec un chauffage gaz ou mazout. Vous pouvez imaginer qu'avec un chauffage de type pompe à chaleur, ça augmente les besoins en électricité. Mais dans ce cas-là, combien il faudra de modules pour couvrir les besoins de cette maison en électricité? Je vous donne encore quelques secondes. C'est anonyme, hein, vous pouvez faire faux. Sur besoin d'électricité hors chauffage. Chauffage, dans ce cas-là, c'est besoin d'électricité avec un chauffage gaz ou mazout qui ne consomme pas, ou en tout cas très peu d'électricité. Donc tout le reste de l'électricité. Ok. Alors on va voir. Ah, c'est pas mal, on a encore un petit peu d'indécision. Donc dans ce cas-là, effectivement, pour une maison qui n'a pas de chauffage utilisant des grandes quantités d'électricité, 13 modules suffisent à couvrir la production annuelle. Après, ça ne veut pas dire qu'on a 100% d'autoconsommation. Comme je voulais vous le montrer tout à l'heure, le solaire produit la journée, peut-être en excès, et ensuite la nuit, vous allez devoir soutirer du courant, ce qui veut dire que ce n'est pas 100% d'autoconsommation, mais on va dire que l'installation aura produit autant d'énergie que consommée par la maison moyenne et sur une année.
Voilà, vous êtes attentif. Ok, donc comme je vous l'ai dit, environ 25 mètres carrés de module. Bien sûr, ça dépend au cas par cas de la consommation. Éventuellement, si vous avez une voiture électrique, ça peut augmenter rapidement la consommation, ce genre de choses, ou bien une piscine chauffe électriquement. Donc, pour donner des ordres de grandeur, encore une fois, 14 modules standards. Les puissances et les tailles peuvent varier, mais ça produit à peu près 5 kW crête de puissance pour une production de 5500 kWh par année. Donc, bien entendu, le productible, donc la quantité d'énergie produite annuellement par un module, dépend de l'insolation. Moi, je vous ai donné l'exemple de la Norvège et de l'Espagne. En Suisse aussi, on a des différences. Donc, on voit que ici, au nord du lac Léman, vous n'êtes pas si mal. Vous êtes bien entendu moins ensoleillé que des belles faces sud dans les coteaux du Valais, mais vous êtes déjà mieux que dans la grisaille zurichoise. On voit qu'il y a des différences relativement minimes en Suisse, mais des différences quand même dues aux différentes conditions météorologiques. Aussi en altitude, il y a plus de soleil annuellement, car il y a forcément moins de nuages. Maintenant, encore une fois, je vais pouvoir aller assez vite grâce à vous sur cette partie. On voit que à Gland, on a une production de 2,6 gigawattheures annuellement, actuellement, et selon le cadastre fédéral de toits solaires, on voit qu'on a un potentiel en toiture de 25 gigawattheures par an et de 33,7 gigawattheures par an, prenant les toitures et les façades bien orientées. Donc, en général, on considère que les toits solaires ils sont un tout petit peu optimistes, mais même en prenant ça en compte, on voit qu'il y a encore vraiment un grand potentiel à exploiter dans la commune de Gland. Donc, pour vous donner une idée vraiment du potentiel qui reste accessible sur les toitures bien orientées. Mythe 2. Le solaire, c'est trop cher. Alors là encore, je vais vous demander un tout petit peu d'estimer quelque chose. Alors, je reviens sur mon questionnaire. Hop, je cache les réponses cette fois-ci. Alors, donc ici, la question, c'est quel est le temps de retour énergétique d'une installation photovoltaïque en Suisse romande? Qu'est-ce que c'est le temps de retour énergétique? Voilà, c'est pour créer ces modules solaires, la plupart en Chine, ça demande de l'énergie, c'est des grosses usines qu'il faut faire fonctionner, ensuite il faut les transporter jusqu'en Europe. Pour les monter, forcément les installateurs ils viennent avec leurs camions, ils ont peut-être besoin de grues, ça consomme beaucoup d'énergie. Vous pouvez imaginer, depuis la ressource de base, qui est du sable pour faire le silicium, l'aluminium et tout, pour apporter tout ça sur votre toit. Donc ici, la question c'est en combien de temps votre installation va rembourser toute l'énergie qu'il a fallu pour la fabrication et l'installation, en prenant aussi en compte, bien sûr, la décommission. Ces panneaux, à la fin de leur vie, après 25, 30 ans, 35 ans, il faudra les démonter et les recycler. Ça aussi, ça coûte de l'énergie. Donc ici, en combien de temps toute cette énergie est remboursée par votre installation? En Suisse romande. On y va? OK. Alors, vous êtes tous pessimistes. J'ai une bonne nouvelle. C'est entre 1 et 2 ans. Entre 1 et 2 ans, votre installation elle a remboursé toute l'énergie qu'il aura fallu pour tout son cycle de vie, de la production des matériaux jusqu'au recyclage. Donc, et voilà, encore une petite question, tant qu'on y est. Maintenant, quel est le coût brut d'une installation de 30 kW crête qui est typiquement l'ordre de grandeur pour une taille d'installation sur une PPE avec un beau toit? Le coût brut, non, le coût brut, c'est la totalité de l'investissement de l'installation, sans déduction fiscale, sans subvention, sans rien. Je détaillerai bien sûr tout ça dans quelques slides. 81 modules, 48 mètres carrés, avec l'installation, l'achat des modules, des équipements, l'onduleur,
le raccordement au réseau, tout. Ça correspond à combien d'appartements? Alors, c'est bien joli, mais... Alors ça ne correspond pas à un nombre d'appartements, ça correspond à un potentiel de votre toiture. On peut avoir une maison avec un très beau toit, une personne qui habite dedans qui veut installer 30 kWh, ou alors des grandes PPE qui ont qu'un potentiel pour mettre 15 kWh potentiellement. Je vis dans un immeuble avec 20 appartements, 800 mètres carrés. Oui. Ordre de grandeur. Après, 30 kW, ça reste une application déjà de taille très correcte, hein. En général, pour des villas individuelles, la plupart des installations font entre 10 et 20 kW crête. Ça dépend de votre toit, ça dépend de beaucoup de choses, mais là, dans mon exemple, alors on va révéler ça. Tac. Ah, pas mal, vous avez un bon instinct financier. OK. Donc, bien sûr, je vais révéler les détails tout à l'heure. On continue. Donc, au niveau du prix, comme vous le savez, il y a encore 10 ans, les modules étaient vraiment beaucoup plus chers, mais il y a eu un tel progrès au niveau technique aussi, avec la multiplication des quantités qui a permis de faire des immenses usines robotisées, de mieux maîtriser les techniques de production. Ça a permis vraiment de faire baisser les coûts de production. Maintenant, ça se stabilise. Alors, on s'attend à ce qu'avec la pénurie des composants, on ait un plus 10% en 2022, ce qui nous ramènerait au prix à peu près qu'il y avait en 2019. Donc, malgré tout, ça reste relativement faible, mais c'est quand même quelque chose où il faut s'attendre à une petite augmentation en 2022 à cause des nombreuses pénuries que vous connaissez tous. Donc ici, ça c'était mon deuxième questionnaire, vous y avez très bien répondu. Comme vous le voyez ici, là-dessus, on s'est basé sur une étude récente du Fraunhofer-ISE, c'est l'Institut pour l'énergie solaire, qui a estimé justement le temps de retour énergétique en Europe. Ça, c'est pour donc les panneaux standards en silicium. Et comme vous le voyez, en Suisse romande, on se trouve entre 1 et 1,3 ans pour rembourser toute l'énergie qu'il a fallu pour votre installation. C'est très légèrement plus élevé pour le silicium monocristallin qu'on installe là-dessus, mais on reste largement en dessous des 2 ans. Ok, encore un petit mythe à regarder. Donc, c'est que le solaire, c'est pas écologique à cause des matériaux utilisés. Donc, une chose à dire, c'est que le recyclage, forcément, jusqu'à maintenant, étant donné qu'une installation dure 25 ans, il y a 25 ans, il y avait relativement peu d'installations qui étaient faites. Donc, forcément, le volume de modules recyclés était relativement faible. Avec l'augmentation, maintenant, on a vraiment une augmentation exponentielle des modules qui arrivent en fin de vie, qui va encore énormément augmenter pendant cette première décennie. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, on a des recyclages d'à peu près 85% selon le type de technologie des matériaux bruts utilisés. Donc ici en dessous, vous avez le détail que vous pouvez regarder. Et l'importateur paye une taxe pour l'élimination à l'importation du module. Donc les coûts sont aussi prévus dans votre installation pour justement recycler les matériaux bruts et les réutiliser après coup, éventuellement en les remettant à l'entrée de la chaîne de production. Ensuite, au niveau des matériaux, donc il faut savoir que forcément, il y a beaucoup de technologies de cellules photovoltaïques. Ce soir, je vais me concentrer sur la technologie au silicium. Et là-dedans, il n'y a aucun matériau polluant. Ça ne contient pas de plomb. Alors, ça contient certains métaux, potentiellement un peu d'indium, de l'argent, mais ce n'est pas considéré comme des polluants et ils peuvent être récupérés pendant le recyclage, comme le verre, les cadres en alumine et une partie du silicium utilisé pour les cellules. Donc, dans ce cas-là, en fonction des méthodes, on voit qu'on a un taux de recyclage qui diffère en fonction des matériaux, mais globalement, on arrive vraiment assez bien à recycler ces différentes choses et ça n'induit pas de pollution supplémentaire sur l'environnement. Au niveau du bilan climatique, donc, on dit parfois que le solaire, ça n'émet pas de CO2. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Donc, il n'y a aucune technologie qui ne met aucun CO2. Forcément, ces modules, il faut les fabriquer, il faut les transporter. Ça, pour le moment, c'est fait avec en partie du pétrole. Donc, selon les dernières analyses pour les modules en silicium, on a une émission de 42,5 grammes de CO2 par kilowattheure produit sur toute la vie de l'installation. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup,
mais par rapport au mix électrique suisse, qui est encore relativement bon d'un point de vue CO2, moins bon que les Français avec les centrales nucléaires, mais nettement meilleur que les Allemands avec le charbon, par exemple, on économise à peu près 150 grammes de CO2 par kilowattheure consommé en Suisse. Et donc, je vous donnais l'exemple avant, pour une petite installation de 10 kW qui produit 11 000 kWh par an, ça fait 1650 kg de CO2 évité, qui correspond à peu près 17 000 km conduits avec une voiture relativement économique. Voilà, ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur. On est à 15. Entre 15 et 20. Oui, une partie du démontage. C'est toujours, pour le nucléaire, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça dépend beaucoup de ce qui est pris en compte dans l'étude. Ouais, mais on peut en discuter tout à l'heure, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je ne vais pas m'approfondir sur ce sujet ce soir. On va se concentrer sur notre thème. Donc maintenant, je vais passer un peu plus dans le détail technique d'une installation, des composants et ensuite les aspects financiers d'une installation avec un petit exemple pour les chiffres de la ville de Gland. Donc un système photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Donc sur votre toit, vous avez les capteurs solaires qui produisent du courant continu, DC. Ces courants, ces câbles, ils descendent et ils sont connectés à un onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif à la tension du réseau, qui permet de faire du courant qui est exploitable directement sur le réseau. Ce courant, il passe par votre tableau électrique, puis par un compteur bidirectionnel qui va mesurer ce qui rentre et qui sort de votre réseau sur le réseau 230 volts. Donc, maintenant, au niveau de l'énergie produite. Maintenant, je vous ai dit avant, pour mon exemple, de 10 ou 30 kW crête. Donc ça, c'est la puissance maximale de votre installation, mais forcément, elle ne va pas produire autant d'énergie pour le même nombre de modules si on est bien exposé sur une toiture au sud ou bien sur une façade au nord. Vous pouvez l'imaginer. Donc, l'optimum énergétique, c'est orienté plein sud avec une inclinaison par rapport à l'horizontale d'à peu près 37 degrés. Ça, pour produire le plus d'énergie possible pendant toute l'année, c'est le mieux. Mais ce n'est pas obligatoire, dans le sens que si on est orienté pas tout à fait bien, mais on va toujours produire une quantité significative d'énergie par rapport à l'optimum. Donc, encore une fois, une façade au nord sera certainement pas très intéressante. Par contre, typiquement, tout ce qui est orienté entre l'est, l'ouest et le sud, c'est vraiment intéressant. Et il y a le cas très intéressant ici des toitures orientées est-ouest. Vous pouvez imaginer que si vous avez tout orienté au sud, vous avez une production qui va être faible le matin, ensuite augmenter pour atteindre des valeurs assez élevées vers midi, puis baisser très vite le soir de nouveau. Si vous orientez votre installation en est-ouest, vous aurez quelque chose qui va monter plus rapidement le matin pour s'arrêter à des valeurs plus faibles, mais être plus constante le long de la journée, ce qui permettra peut-être d'augmenter votre autoconsommation. Donc, ce n'est pas parce que vous avez pas de toiture orientée sud que ce n'est pas forcément intéressant. Ça, c'est le point à retenir ici. Oui. Et l'orientation automatique, ça se fait aussi, les panneaux solaires. Alors là, vous parlez de tracker, donc c'est un système mécanique qui suit le soleil. Alors ça existe surtout avec ce qui s'appelle solaire à concentrateur, donc c'est des grosses loupes qui focalisent le soleil sur des petites cellules très efficaces, mais vous pouvez imaginer que ça implique un système mécanique pour suivre, qui a de la maintenance et tout, donc c'est pas intéressant. Ça produit un peu plus d'énergie, mais pour beaucoup plus d'investissement, pour des systèmes beaucoup plus compliqués qui auront besoin de plus de maintenance. Donc, pour les toitures, ça n'existe pas. Comment? Pour les jardins. Alors, si vous êtes un bricoleur, vous pouvez y aller, mais... Hein? Oui, alors il y a aussi des systèmes avec des paraboles, avec des capteurs de chaleur et des machines Stirling qui tournent. Ouais, mais il y a pas mal de choses, mais par contre, vous pouvez imaginer le bilan économique de ce genre de système.
Et je vous assure que ce n'est pas très intéressant pour la Suisse, surtout pour le concentrateur. Alors là, je fais un tout petit détail technique, une petite parenthèse. Vous pouvez imaginer que si vous avez une parabole qui concentre la lumière ou une lentille, ça collecte que le soleil direct. Or, bon, ici, vous avez une assez bonne météo, mais par exemple à Neuchâtel, vous pouvez imaginer que pendant 4 mois par année, ben, si vous essayez de focaliser la lumière résiduelle de la brume neuchâteloise, ça va pas produire beaucoup. Donc, c'est plus intéressant dans ce cas-là d'avoir des grands modules qui collectent aussi la lumière diffuse qui est réfléchie via les nuages. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse histoire de ne pas trop dépasser. Je pense que là, je vais déjà largement passer de mon temps imparti. Un détail, donc il y a deux types fondamentalement d'installations sur un toit, les installations ajoutées en haut ici, donc c'est les installations standards qui viennent par-dessus les tuiles. Donc en gros, vous avez fixé des rails au latage de votre toit et sur ces rails, vous fixez les panneaux solaires avec un petit espace entre les modules et les tuiles. La deuxième installation, c'est ce qui s'appelle intégré. Dans ce cas, vous remplacez toutes les tuiles de votre toit et les panneaux solaires finalement vont faire des parties constituantes de votre toit. Donc il faut s'occuper de l'étanchéité, vraiment, ça va complètement remplacer les tuiles. Dans ce cas-là, ça donne des solutions plus esthétiques, parce que ça remplace vraiment les tuiles, c'est vraiment intégré à votre toit. Par contre, il y a des contraintes techniques, c'est un peu plus dur à installer, c'est 30 à 50% plus cher. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement, si vous devez de toute façon refaire votre toit, si vous installez ça, ça vous évite le prix de réinvestir dans une nouvelle couverture. Et dans ce cas-là, c'est que 10 à 25% plus cher que de racheter des tuiles et de faire une installation ajoutée. C'est quelque chose à prendre en compte. Moins durable, ah non, d'un point de vue énergétique, c'est un tout petit peu moins bon, étant donné que vous avez une moins bonne ventilation. L'étanchéité, ça dépend du produit. Comme vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de marques, il y a différents systèmes aussi. Mais les modules modernes, honnêtement, niveau étanchéité, sur les dernières études, c'est en tout cas presque aussi bon qu'une couverture standard. J'en parle tout à l'heure. Encore une fois, au niveau des types de modules, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de différentes technologies de cellules. Donc le standard, c'est un cadre en alu avec des cellules couleur bleu nuit, voire gris foncé. On a aussi les modules noirs, donc cadre en alu avec des cellules vraiment noires. Les prix sont assez similaires actuellement. Au niveau des origines, on a des modules asiatiques, des modules européens, qui pour la plupart sont faits en Europe, mais avec des cellules chinoises. Quand même, ça c'est quelque chose à savoir. Les modules européens sont à peu près 5 à 10% plus chers à cause des prix de la main-d'œuvre. Il faut savoir que autant en Europe qu'en Chine, on a des modules de mauvaise qualité comme des modules de très bonne qualité, des deux côtés. Ensuite, au niveau de la puissance, donc la puissance d'un module, ça dépend de son efficacité et également de sa taille. Vous pouvez imaginer qu'un module 2 fois plus grand, il a une puissance aussi 2 fois plus grande qu'un module de même efficacité. Donc actuellement, les modules standards, c'est de 380 à 420 watts. Ça dépend un peu des dimensions. Hop. Je crois que j'ai plus de piles dans mon gadget. On va continuer comme ça. Les onduleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'onduleur, ça sert à convertir le courant direct qui est produit par vos modules en courant alternatif à 230 volts qui est utilisable dans vos prises. Comme monsieur l'a mentionné tout à l'heure, vous avez aussi ce qui s'appelle des optimiseurs et des micro-onduleurs. Qu'est-ce que c'est que ces différentes choses? Donc, l'onduleur de chaîne, c'est vraiment une grosse boîte qui va faire son travail d'onduleur, convertisseur DC-AC, pour piloter toute votre installation. Donc, son efficacité, elle est très bonne, mais ça gère très mal les ombrages. Ça veut dire que si d'un coup, vous avez les modules du bas de votre toiture qui sont couverts de neige, si vous avez d'un coup un module qui a un problème technique et qui arrête de fonctionner, ou alors le toit de votre voisin qui, pendant la moitié de la journée, vous fait de l'ombre en hiver, ça va vraiment baisser significativement la puissance de votre installation. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des optimiseurs. Un optimiseur, c'est un convertisseur DC-DC, donc ça garde le courant direct, mais si vous voulez, ça pilote chaque module de manière
plus ou moins autonome, ce qui permet finalement, si un module est ombragé ou a un problème technique, de l'éviter et de maintenir haute la production du reste de votre installation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile en cas d'ombrage. Les micro-onduleurs, concrètement, ça fait la même chose qu'un optimiseur, mais ça fait aussi onduleur. Donc dans ce cas, c'est juste des petits boîtiers que vous mettez sur votre toit, sous chaque module, et pour chaque module, ça va convertir le courant en courant alternatif. Donc maintenant, je vais juste un peu détailler les différences entre ces trois solutions. Concrètement, les micro-onduleurs, il faut seulement ça, il n'y a besoin de rien d'autre, donc vous n'avez que des choses sur votre toit. On verra après qu'il y a quand même pas mal de défauts. Pour les optimiseurs, ça travaille avec un onduleur de chaîne. Au niveau des coûts, forcément, si vous avez juste un onduleur de chaîne dans votre local technique, ça sera le meilleur prix. Pour les optimiseurs, c'est un 4% de plus, c'est à peu près 50 francs par optimiseur d'investissement supplémentaire, mais ça peut vraiment valoir le coup. Pour les micro-onduleurs, c'est pas mal plus cher. Au niveau de l'accessibilité, comme je vous l'ai dit, les micro-onduleurs se trouvent sous les modules sur le toit, donc pour y accéder, c'est pas top. L'optimiseur, vous avez donc les optimiseurs sous les modules sur votre toit, plus l'onduleur au sous-sol, et l'onduleur, c'est juste une grosse boîte au sous-sol. Au niveau de la durée de vie, on considère qu'un onduleur, il va falloir le changer en tout cas une fois pendant la durée de vie de votre installation. Donc ça va dans les coûts de maintenance que je vous détaillerai tout à l'heure. Les optimiseurs, ils ont actuellement une très bonne durée de vie. C'est un produit qui est relativement récent, donc on n'a pas encore des retours à très long terme, mais vraiment ça a l'air très solide comme chose. Les micro-onduleurs, on a plutôt des retours mitigés sur la durabilité. Et finalement, la place requise, donc forcément pour cet onduleur, il va falloir de la place quelque part dans votre sous-sol. C'est aussi possible de le mettre à l'extérieur en le protégeant contre le soleil et les intempéries. Donc on peut imaginer mettre un petit casier dans contre votre façade quelque part à l'extérieur pour ranger l'onduleur. Donc vous voyez que les micro-onduleurs, en principe, on ne les recommande pas, sauf dans les cas où il n'y a vraiment aucune place pour mettre un onduleur quelque part. Nous, on a un toit, il n'y a que des cheminées, des aérations. Ouais. On ne peut pas mettre de onduleur centrale. On peut mettre un micro-onduleur. Alors, c'est 10 ans de garantie de chaîne, c'est 5 ans maximum. Expliquez pourquoi alors, si c'est garanti de 10 ans. Pourquoi ils sont moins bons s'il y a une garantie de 10 ans? Alors, d'expérience, un onduleur de chaîne, ça grille au bout de 10 à 15 ans. Et les garanties sont simples. Oui. Ce qui ne veut pas dire. Bah, le problème, c'est que même si la garantie elle est 10 ans, quand il y en a un qui grille, il faut remonter sur le toit pour le changer. C'est ça le problème, c'est pas la durée de vie est bien plus longue. Ah, c'est assez similaire d'expérience. Et soit dit en passant, si vous avez beaucoup d'obstacles sur votre toit, là on est dans un cas où il y a des ombrages, dans ce cas-là, ce qu'on recommanderait plutôt, si vous avez la place pour mettre un onduleur, ça serait de mettre un onduleur de chaîne et des optimiseurs pour gérer les ombrages. On partirait plutôt là-dessus. C'est clair? Je suis perturbé du fait que le matériel hardware, c'est 10 ans de garantie en phase, et mon onduleur, c'est 5 ans. Je ne comprends pas pourquoi c'est moins. C'est le premier, il fallait sur le toit, c'est ça le problème. C'est pas la durée de vie du matériel. Non, alors comme je vous dis, d'expérience, la durée de vie entre un onduleur de chaîne et un micro-onduleur, elle est assez similaire. Voire même les retours qu'on a actuellement, ça semblerait que les micro-onduleurs vivent un peu moins longtemps. Alors ça peut être décorrélé de la durée de garantie. On va en discuter plus longtemps tout à l'heure. Cas de grêle ou de foudre, ça a une protection? Bien sûr, donc les modules ils sont normés pour résister à en tout cas une certaine intensité de grêle et l'installation elle est mise à la terre pour éviter d'avoir des surtensions. Donc il y a des parasurtenteurs pour éviter d'avoir des dégâts dus à la foudre. C'est jamais 100% safe, mais il peut toujours y avoir des problèmes en cas de grêle vraiment intense ou problème du matériel, mais en principe ça tient le coup. Cas de feu, les pompiers, tout ça, ils se coupent facilement ou ça se coupe tout seul ou bien ça Je dirais, tout de suite. mais pareillement, il y a des normes pour le feu, donc en général, les producteurs ils doivent tester le comportement au feu des installations des différents composants, et les pompiers savent quoi faire aussi dans ces cas-là.
Donc, quelques critères importants, c'est l'état de votre toiture. Forcément, l'installation photovoltaïque moderne, maintenant, il y a des garanties qui montent jusqu'à 30 ans au niveau des modules. Donc, c'est quelque chose à assez long terme. Si vous avez une toiture en mauvais état et que vous devrez la refaire quelques années plus tard, ça peut valoir la peine peut-être d'avancer un peu les travaux de rénovation de la toiture pour profiter de mettre qu'une seule fois les protections de toiture et les échafaudages. Fenêtres de cheminée et de toit, comme on l'a dit, ça influence l'implantation des modules et l'ombrage. Il y a aussi l'état de votre installation électrique. Pour les très vieux tableaux électriques, ça sera probablement nécessaire de faire aussi une rénovation du tableau électrique. Donc ça, c'est des choses qu'on va vous demander pour l'étude, c'est tous ces aspects-là. Donc quelques impressions ici. Donc on a quelques photos de toiture. Donc, dans tous les cas, ici, c'est tous des modules. On a un cas de module standard, le reste, c'est du full black. Un cas intéressant, c'est le cas en bas à gauche. Dans ce cas-là, ça serait le cas d'une maison mitoyenne, où vous voyez qu'on a une belle installation symétrique, même dans le cas où on a deux maisons individuelles. Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. C'est de faire un regroupement pour la consommation propre qui va dans un seul compteur et être divisé entre les deux, si les deux voisins s'entendent bien. Si les deux voisins ne s'entendent pas, c'est aussi possible juste finalement de décorréler les deux moitiés de l'installation et d'envoyer chacune dans un compteur individuel. Quelques choses un peu non standards. Donc ici, on voit qu'on a des modules blancs qui sont moins efficaces, mais vraiment très esthétiques, qui sont produits par une start-up neuchâteloise. Ou bien des modules colorés, comme le silo bleu à Renan, par exemple. Ça, c'est des solutions qui s'appellent intégrées au bâtiment. C'est des trucs qui sont très esthétiques, qui consomment par contre, qui sont un peu moins performantes et en général plus chères. Chose à prendre en compte. Maintenant, au niveau de la consommation propre, comme je vous ai dit tout à l'heure, forcément, une installation photovoltaïque, vous ne choisissez pas quand elle produit de l'énergie. Donc ici, on voit qu'en bleu, on a les besoins la nuit ou le soir. Ça, c'est ce que vous tirez du réseau. La journée, vous avez votre installation qui produit. En vert, ici, vous avez votre autoconsommation. Donc, c'est tout ce que vous consommez via votre installation. Et en jaune, vous avez l'excédent qui est revendu sur le réseau. Donc, quel est l'avantage? C'est que le courant que vous produisez, il coûte moins cher que le courant que vous achetez sur le réseau. Donc, pour chaque kilowattheure que vous autoconsommez, vous économisez environ 12 centimes. Pour une PPE, sans mesure d'optimisation de la consommation. Alors forcément, ces chiffres, ça dépend beaucoup de la taille de votre installation et des consommateurs, hein, forcément. Mais typiquement, on est entre 40 et 60% d'autoconsommation, car la consommation globale est pas mal plus grande que pour des maisons individuelles. Avec des mesures de gestion d'énergie, par exemple des bornes de voitures de recharge pilotables, des pompes à chaleur pilotables ou des boilers électriques qu'on peut aussi piloter pour suivre la production, on peut monter jusqu'à 80%. Et ensuite, avec des batteries, on peut potentiellement, selon encore une fois les différents paramètres, la taille de la batterie, on peut monter jusqu'à en dessous de 80% de taux d'autoconsommation. Mais une valeur moyenne, l'estimation, c'est d'environ 50%. Donc, maintenant, on va faire un petit calcul financier. Je pense que c'est ce que vous intéresse tous. Et on va commencer. Le petit sondage, je vous l'ai déjà fait, en fait. Avant, on a vu que vous étiez assez, vous aviez un bon instinct hein, pour ce genre de choses, c'est bien. Donc, pour une installation de 30 kW crête, donc une valeur assez typique pour une PPE standard, ça peut monter plus haut, des fois ça peut être plus bas aussi, il n'y a pas de problème. En général, c'est déjà quand même relativement grande installation. On voit qu'on a un investissement brut de à peu près 52 000 francs. Là-dessus, on a la subvention fédérale qui est la rétribution unique de Pronovo, qui est de 11 750 francs en 2022. Et dans la commune de Gland, vous avez vraiment beaucoup de chance car la commune a une double subvention communale, à la fois pour le PV et le RCP, donc qui couvre 20% des coûts, qui est cumulable et qui se limite à 4 000 francs, plus une déduction fiscale donc due à l'investissement que vous faites sur votre bien immobilier, ce qui donne un investissement net de 24 000 francs. Comme je vous dis, vous êtes vraiment chanceux avec ces subventions communales, ça fait vraiment baisser les coûts nets.
Ensuite, vous avez les différents frais liés, frais et gains et bénéfices liés au fonctionnement de votre installation. Donc, annuellement, vous allez économiser via la consommation propre. Donc, c'est tout le courant que vous ne devez pas acheter vu que vous l'autoconsommez. Donc, ça, c'est à peu près 3 600 francs annuellement avec les tarifs de la ville de Gland. Vous avez les recettes dues à la vente de courant. Donc, c'est tout votre excédent que vous revendez sur le courant. Et ensuite, vous avez l'entretien annuel. Donc, ce n'est pas chaque année un petit entretien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir changer l'onduleur au moins une fois pendant la durée de vie de l'installation. Et dans ce cas-là, on a moyenné sur la durée de vie de l'installation les frais dus au rachat d'un onduleur, potentiellement au remplacement d'un module dû à une grosse grêle ou ce genre de choses. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un gain annuel de 5 000 francs environ, et donc un profit après 30 ans d'à peu près 130 000 francs pour un investissement de base de 24 000 francs. Donc avec les chiffres actuels du photovoltaïque, c'est vraiment un investissement relativement intéressant aussi par rapport à ce que vous pourriez comparer comme autre investissement. Donc là, j'ai mis quelques hypothèses, donc les tarifs du courant de votre commune et quelques estimations. Oui, alors effectivement, ça augmente un petit peu la valeur locative. Ça augmente un tout petit peu aussi le prix de votre assurance, du coup, mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de francs par année. Donc, c'est relativement négligeable. Donc, la même chose dans le graphe. Ce qu'on voit, c'est que grâce à ces différentes subventions, vous avez un temps de retour. Avant, on avait le temps de retour énergétique. Là, c'est le temps de retour économique. Ça veut dire qu'entre 4 et 6 ans, au tarif actuel, vous aurez amorti votre investissement dans votre installation. Le reste, c'est que du bénéfice. Alors ça, c'est avec les hypothèses qu'on a prises là et en prenant en compte que les chiffres restent constants. Ça veut dire qu'il y a différents facteurs. Hein. C'est que si le prix du courant augmente, ben, ça va baisser, ça. Si le prix du courant diminue, ça va augmenter. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer là-dessus, mais c'est une assez bonne estimation. Le 10 centimes prix de rachat, c'est à Gland. Oui, exactement, en 2022. Oui, alors c'est plus élevé que la moyenne des communes suisses, donc je pense que vous êtes assez gâtés dans la commune sur pas mal d'aspects. Exact, c'est 8 plus 2. C'est 8 plus 2, donc vous avez 8 francs pour le prix de l'énergie et 2 pour la garantie d'origine. C'est ça, donc c'est divisé en deux parties. Maintenant, pourquoi je suis là ce soir? C'est pour un appel d'offres groupé. Donc, je vais tout petit peu quand même détailler comment ça marche. Hein. Concrètement, c'est la commune, avec le soutien de Suisse Énergie, qui nous mandate, donc le bureau d'ingénieurs planaires, pour gérer en fait les dossiers de plusieurs personnes à la fois et faire un appel d'offres groupé. Ça veut dire qu'on va faire des dossiers pour plusieurs mandats à la fois, qu'on va tous envoyer à différents installateurs, ce qui permet finalement de suivre justement chaque installation. Nous, où on est, donc on est financé par la commune pour faire l'intermédiaire entre les propriétaires, vous, et les installateurs. Le principe, c'est justement de regrouper les personnes qui sont intéressées. Dans ce cas-là, vraiment, c'est un appel d'offres groupé qui vise les regroupements pour la consommation propre, qui permet finalement de regrouper vos informations via un formulaire en ligne, préparer des appels d'offres. Donc, on va faire pour chaque dossier un dossier complet. On va faire à partir des informations que vous nous donnez, qu'on transmet aux installateurs. Les installateurs nous renvoient leur offre. Donc, c'est au moins 3 installateurs qui vont nous envoyer donc 3 offres différentes pour un même dossier. On analyse ces 3 offres. On vous les soumet avec notre évaluation et vous choisissez l'offre qui vous plaît le plus. En principe, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un rabais qui va, on va dire, de 0 à 20%. Alors, ce n'est pas un rabais strict, c'est juste dû au fait qu'on met en concurrence des installateurs qui, du coup, ont tendance à un tout petit peu, on va dire, à pas trop augmenter leur prix pour rester compétitifs. Ce n'est pas un rabais, c'est vraiment une mise en concurrence qui fait légèrement baisser les prix.
On ne force pas trop les installateurs à baisser les prix, on leur met déjà pas mal la pression pour faire tous ces dossiers en peu de temps. Et le but, c'est pas non plus de presser les prix trop à la baisse, de mettre trop la pression sur les installateurs, mais c'est quelque chose qu'on observe. En général, c'est vraiment un prix légèrement moins cher que pour les installations individuelles. Comme je vous ai dit, selon les endroits, ça va des fois à 0%, malheureusement, d'autres, ça peut aller jusqu'à 15-20%. Est-ce qu'il y a un délai? Oui, je vous en parle tout de suite. Donc, quelques avantages de cette démarche par rapport à si vous faites votre installation de manière individuelle, c'est un prix légèrement meilleur potentiellement, un gain de temps, étant donné qu'on fait votre dossier pour vous, on essaie de faire en sorte que les dossiers soient le plus complets possible, donc ça vous donne ça vous soulage un petit peu au niveau des démarches. Donc, on a aussi un cahier des charges qu'on donne aux installateurs. Donc, ça, c'est fait par un bureau d'ingénieurs qualifié là-dessus. Ça peut vous éviter des problèmes en étant sûr que, on va dire le plus sûr possible qu'il y a tout qui se passe bien. Et finalement, la sécurité, comme quoi en cas de problème, on peut toujours aussi nous venir inspecter une installation et puis faire, en cas de conflit avec l'installateur, on peut faire justement le lien entre le propriétaire et l'installateur. Donc, cette démarche, elle vient aussi potentiellement avec quelques inconvénients. Étant donné qu'on gère beaucoup de dossiers, on fait ce qui s'appelle un dossier standard qui permet en principe d'avoir peut-être moins d'options. Si vraiment vous avez quelque chose de très très spécifique en tête, ça sera peut-être pas forcément possible ici. Donc au niveau des équipements et tout, vu qu'on s'adresse à un nombre limité d'installateurs, ça peut être un tout petit peu moins personnalisable. Et ensuite des délais stricts, forcément, histoire d'être tous synchronisés dans cette démarche. Il faut respecter les délais, donc c'est moins flexible par rapport à si vous faites votre installation. Mais dans l'ensemble, ce qu'on remarque, c'est que ces petits inconvénients, ils gênent vraiment très très peu de monde dans ce cadre de démarche. Donc très rapidement, quelques installations. Donc on a fait maintenant cette démarche dans beaucoup de communes. C'est par contre la première fois qu'on fait cette démarche uniquement pour les regroupements pour la consommation propre. Donc c'est quand même un petit peu une première. Mais ce qu'on remarque, c'est vraiment que ça motive les gens à participer et ça minimise vraiment la quantité de problèmes rencontrés pendant une installation. Donc, effectivement, les gens globalement sont très satisfaits. On n'a encore eu personne qui a eu vraiment des gros problèmes avec cette démarche. On espère que ça dure. Au niveau des prix, comme je vous dis, ce n'est pas un rabais en tant que tel, mais ce qu'on observe, c'est que par rapport à la moyenne des installations suisses, les prix lors des AOG sont légèrement plus bas que les installations individuelles. Au niveau des étapes, donc aujourd'hui, on a la séance d'information générale. Ensuite, on aura les inscriptions pour la deuxième séance. Pour les inscriptions, donc, vous avez une feuille à disposition sur la table. Vous pouvez aussi le faire par email directement. Je vous ai donné l'email pour cet appel d'offres groupé ici. Vous pouvez aussi envoyer un email, par exemple, pour les gens qui sont en ligne ou qui regarderont la présentation après coup. Vous pouvez envoyer un email pour vous inscrire à la deuxième séance. Ce n'est pas encore une inscription à la démarche finale de cet AOG, c'est juste pour montrer votre intérêt. Et ensuite, pendant la deuxième séance, je vais faire une pré-étude pour 3 PPE sélectionnés pour avoir un panel assez large, une petite, une moyenne, une grande, typiquement, avec peut-être des propriétés différentes. Et je vais montrer donc ces 3 exemples. Et donc, je vais choisir 3 exemples parmi vous, dont je vais déjà faire les pré-études. Donc, ça sera pour obtenir les informations parmi les gens intéressés. En optionnel, il y aura des présentations individuelles des pré-études aux assemblées des PPE. Donc ça sera quelque chose aussi à discuter. Ensuite, on va réunir toutes vos informations après les pré-études pour faire des dossiers individuels qu'on transmettra aux installateurs. On analysera les offres, on les retournera et ensuite vous aurez à peu près un délai de un mois pour signer l'offre qui vous convient le mieux. Vous pouvez ou pas suivre notre recommandation, libre à vous. Et ensuite, ça sera justement discuter directement avec l'installateur pour faire une visite et planifier les chantiers. Donc, idéalement, tout se passera courant 2022. Les dates seront encore un petit peu à définir. Conditions de participation, c'est être propriétaire d'un PPE à Gland. L'inscription va un formulaire en ligne, ça viendra plus tard. Vous recevrez les informations par email. Les délais à respecter.
n'importe quoi, allez-y, c'est anonyme. Une question. Les délais, vous avez passé trop. Et répétez un peu les délais que vous avez. Parce que le BPE, ça va pas très vite. Hein. Non, alors justement, en principe, ça sera aussi un petit peu une procédure test. Pour les maisons individuelles, c'est beaucoup plus simple. Dans ce cas-là, on fait des délais plus serrés. Dans le cadre de cet appel d'offres groupé qui est un tout petit peu spécial, on aura vraiment des délais aussi qui seront plus flexibles, notamment pour s'adapter aux assemblées PPE, etc. Ok, ben ça sera typiquement des choses à discuter, mais ça sera... Alors, ce qui sera surtout strict, ce sera notamment pour recevoir les offres des installateurs, donc le temps qu'on donne, mais ensuite, pour les PPE, étant donné que justement c'est vraiment au cas par cas, que c'est individuel et que les fonctionnements sont individuels, dans ce cas-là, on pense qu'on va vraiment laisser un délai très flexible. Il y a une réunion par an, peut-être 2, qui doit être convoquée un mois à l'avance par lettre recommandée. Parlez pas où. Si vous voulez que le PPE fasse quelque chose, c'est une année. Alors, une année, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite qu'une année, mais il faudra voir les retours d'expérience, mais je pense qu'on va vraiment regarder au cas par cas. Donc, il n'y a aucune PPE qui est capable de décider quelque chose en 2 mois. Ouais. À moins qu'il y ait je pense que c'est une très bonne remarque, donc je garde ça en tête, et puis on va adapter ça pour rendre ça le plus flexible possible, puis que ça correspond à tout le monde. Moi, j'avais la question, cette deuxième séance, moi, je suis dans la PPE, mais je ne représente pas la PPE. Donc, Absolument. Moi, je veux bien venir pour la deuxième séance, mais je n'engage personne. Non, alors... C'est qu'il faudra attendre l'Assemblée générale, mettre ça sur le tapis. Est-ce qu'ils sont tous d'accord de faire ça, oui ou non? Puis s'ils sont tous d'accord, on continue. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai précisé, attention, que l'inscription à la deuxième séance, elle n'engage pas forcément à la suite. Donc, dans ce cas-là, on va attendre les réunions PPE pour faire une inscription finale, effectivement, avec la possibilité que je vienne en personne aux réunions PPE pour analyser le cas individuel et pouvoir mieux en discuter et répondre aux questions. Ça, les assemblées générales, ça peut être mars, avril. Juste à côté quelque chose, normalement, nous, on a pris déjà date parce qu'on sait qu'en mars, vous commencez à les assemblées. Oui, c'est ça. On sait aussi qu'il y a des PPE qui ont leur première assemblée de l'année en juin. D'accord? Il est possible, dans ce cas-là, nous, on a déjà laissé une marge jusqu'à juin, mais on peut voir avec vous si c'est possible dans certains délais. Quels seraient les délais par rapport à ça? C'est bien pour ça qu'on a prévu aussi d'enregistrer ça. En fait, pousser après nous aller dans nos pays respectifs pour vraiment l'information. Alors, oui, justement, c'est pour ça que dans ce sens-là, il faut voir si vous allez d'avant. D'accord? Si vous êtes intéressé, c'est une possibilité, mais qui peut venir peut-être pour l'année suivante. Parce que l'appel d'offres peut être réalisé, par exemple, en fin d'année. Absolument. Ça, c'est une possibilité. Donc, ça vous laisse le temps de pouvoir réunir les fonds nécessaires pour voir comment résoudre. Il faut se rappeler qu'il y a aussi des banques qui font des prêts, par exemple, pour les installations, et ils prennent en compte les subventions, comme des fonds propres. Ça, c'est une autre chose qui est possible. Donc, c'est en voyant la rentabilité qu'il y a, vous avez plusieurs solutions qui sont disponibles. Il reste malheureusement, si c'est quelques références, si vous avez la possibilité de faire 3 simulations simples d'installation qui pourraient se faire avec justement les rendements, que ce soit en quelques pages, donner ça aux différentes personnes qui peuvent intéresser, je pense que c'est un grand gain de temps. Il y a pas mal de régies qui sont encore un peu comme 7 ans. C'est ça, les panneaux du 25 ans, donc c'est encore là, attendez encore. Ouais. Si vous voulez accélérer ce processus-là, je pense que le genre de brochure informative consultable sur le site ou autre chose aidera beaucoup à gagner du temps. Ça sera justement. Sans se faire que les gens sont réticents à même d'étudier, ça coûtera beaucoup d'argent.
Effectivement, donc vous avez vu avec le petit exemple très simplifié que j'ai montré aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais ça, donc, comme je l'ai dit avant, je vais choisir 3 cas de personnes inscrites, intéressées pour la prochaine séance, à qui je vais demander quelques informations pour faire une pré-étude très succincte que je présenterai. Donc, je présenterai 3 cas différents, idéalement, avec votre accord, donc la deuxième séance. Donc ça sera vraiment 3 cas. Donc, ça vous donne un peu le ratio de la méconnaissance. Absolument. Et si vous parlez de juin, vous pouvez la mettre à l'accéléré. Moi, je vous proposerais un tout petit dossier d'une page que les gens peuvent pas modifier l'agenda des assemblées de mars. Déjà minute, hein. Vous voyez, pour mettre ça à l'agenda. Alors nous, notre PPE, on a préparé, parce qu'on a déjà un mandat, on a fait un comité énergie. Mais beaucoup de PPE, ils doivent mettre ça à l'agenda, faire une étude, et puis ils devraient refaire une séance en juillet pour décider en décembre. Normalement, les PPE qui gagnent une taille, ça. Donc, vous proposez que je mette quoi sur cette page? Vous préparez un petit document pour que les gens puissent présenter ça à leur assemblée de PPE. Il faut qu'il y ait un petit dossier ou quelque chose. Ok, donc vous dites typiquement un petit résumé de la présentation d'aujourd'hui, quoi. Ok, donc un résumé de ce soir. Je ne dois pas prendre plus de 3-4 minutes pour qu'ils puissent présenter aux membres des PPE. Ok. Ouais. Ce qui, à mon avis, va intéresser la majorité des personnes, c'est l'argent. Donc, ça veut dire que présenter, de savoir qu'il existe des panneaux voltaïques en silicium, les gens s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est ce savoir. Pour chaque PPE, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir combien de temps ils vont amortir ça, qu'est-ce qu'ils vont gagner, quand et qu'est-ce qu'ils vont devoir débourser. Parce que nous dire que c'est bien hein, de nous dire qu'on va dépenser 2000 francs pour un ceci, cela, on a beaucoup de chance de ne pas habiter à Neuchâtel, tout ça, c'est bien. J'aime beaucoup Neuchâtel, hein, ne pas interpréter mes propos. Savoir exactement, c'est dépenser d'argent. Et ça, vous ne pouvez pas déjà qu'il y a extrêmement compliqué d'arriver vers les gens, nous n'étant pas professionnels de ce domaine, d'expliquer aux gens ce que vous voulez d'expliquer brillamment et de leur dire que ça va vous coûter tant de temps. Alors, je comprends le challenge. Donc là, je viens de vous parler pendant plus d'1 heure et c'était très dense. Hein, je pense, mais justement, donc je pense que les aspects financiers, typiquement, juste avec ça. Mais c'est à la bouche ce dossier-là. Chacun veut savoir précisément. Parce que si vous dites à quelqu'un, vous avez alors, il y en a plus de 12 mais nous, on a fait un comité énergie, nous, on a pris la décision. Les 3 personnes nous embêtent pour la garantie, mais je suis en train de faire le même calcul. Le problème, c'est qu'en phase des 2 entreprises, leur garantie 20 ans, et quand on achète un vendeur central, c'est 5 ans, il faut acheter 5 ans de garantie en plus. Parce que les gens de notre PPE, si je leur dis que le matériel est garanti 20 ans, les capteurs et les micro-ondes, ça, ils acceptent. Si je leur dis, c'est 5 ans de garantie, après, il faudra. Vous voyez, c'est des choses, ça, les gens se mettent très sur leur sous. C'est argent, argent, argent. Absolument. Donc, cet exemple-là, il est absolument à la louche, mais il est calculé quand même très précisément avec les chiffres de 2022 pour votre commune selon les statistiques de prix de l'OFEN 2021. C'est quand même solide. Ça ne va pas forcément correspondre à votre cas, bien sûr, mais pour votre cas, il faut une préétude. Et ça, c'est justement l'étape suivante. Moi, ce que je propose, c'est que, parce que on tourne sur le même sens, hein, c'est que simplement, s'il y a une PPE qui est volontaire, qui met juste les mètres carrés évaluer à peu près ce que c'est, et par rapport à ça, on fait 3 études, et après, on peut transmettre par mail, si vous avez laissé votre mail, et à peu près l'information précise. Même pour la préétude, on n'a même pas forcément besoin du nombre de mètres carrés exact de votre étude, on a juste besoin de votre adresse. Ensuite, avec les photos satellites, on peut déjà faire beaucoup pour une estimation. Ce qu'il nous faudrait par contre, si vous avez par contre, ce qu'il nous faudrait, c'est votre adresse,
le nombre de logements et idéalement de locataires, ensuite vos gros consommateurs, le type de votre chauffage, si vous avez des bornes de recharge, ce genre de choses. Et si vous la connaissez, la consommation électrique du bâtiment et des communs, avec ça, pour une préétude, c'est déjà largement suffisant pour faire des calculs beaucoup plus précis que l'exemple que je vous ai montré aujourd'hui. Ça prend quelques heures, mais c'est prévu. J'ai une question par rapport à la LPC. Comment elle répartit l'électricité produite en différents locataires? Alors, effectivement, ça, c'est un petit peu des détails techniques. De toute façon, je vais passer beaucoup plus de temps à présenter ça pendant la deuxième présentation. Mais typiquement, ce qui se passe, c'est que vous allez produire une certaine quantité d'énergie avec votre installation PV que vous allez revendre à vos différents locataires. Donc là, il y a beaucoup de possibilités différentes, mais typiquement, on estime le prix de l'électricité produite, on connaît le prix de l'électricité sur le réseau, on coupe en deux, et c'est ce qui est facturable aux locataires pour l'énergie que vous leur revendez depuis votre installation photovoltaïque. Ensuite, avec des compteurs, il faut faire la balance de combien d'électricité vient de où, ce genre de choses. Je passerai plus de détails à la deuxième séance là-dessus. Peut-être que là, on est en train de partir dans des questions assez spécifiques. Nous, on a préparé un apéro, peut-être qu'on peut continuer à en parler. On est à votre disposition, l'Office de développement durable. On peut vous montrer aussi notre plateforme cartographique qui a des estimations des surfaces qui sont à disposition. Ouais. Et puis, je vous rappelle juste que ça n'engage à rien du tout d'envoyer un mail avec quelques informations et puis de voir ce qu'on peut vous répondre basé là-dessus. Avec une deuxième séance qui sera absolument sans engagement de votre part et qui pourrait juste vous répondre à quelques-unes de vos interrogations plus précisément. Voilà. Et vous verrez que la deuxième présentation est assez dense. Il y a encore beaucoup de détails techniques que je n'ai pas mentionnés ce soir. Donc, pour éviter de finir à 2 h du matin, je propose que... Encore à définir. Non, c'est possible. Ce qui nous intéresse, c'est un peu savoir votre opinion sur quelle date à peu près on pourrait faire la deuxième conférence. Le PPE a déjà un mandat et un comité pour faire ça. Oui, justement. Donc là, il y a plus de liberté, mais peut-être d'autres, on pourrait regarder pour d'autres PPE qui ont des assemblées peut-être en juin, s'ils peuvent le faire en mai. Vers juin, juillet, par là. Mais en juillet, le problème, c'est qu'il y a tout le monde en vacances. Voilà, c'est ça. Avant le mois. Donc, le problème, il est là. Donc, on est un peu en train de jongler si c'est juin, voire peut-être mi-juin. Oui. Ou sinon, ça serait retour des vacances. Ok, donc, je vous remercie pour votre attention. Je propose qu'on se déplace gentiment vers l'apéro et vous pouvez toujours venir vers moi si vous avez d'autres questions plus spécifiques ou d'autres.